année du nouveau régime forestier. Donc, oui, on va surveiller cette année. Mais tu as une minute pour faire ça. Merci, M. le Président. Ça fait qu'au mois de novembre, on a eu avec l'UPA, la Fédération et votre syndicat, le syndicat de la Côte-du-Sud, on a eu une conférence sur les récupérations des bois en forêt privée, la résidualité. Fait qu'on a travaillé là-dessus beaucoup aussi. Ce qui me vient à arriver avec 131 000. On a une enquête aussi sur la Fédération avec le ministère. On est en train de faire une enquête sur le propriétaire forestier. On l'avait fait en 2014, si je ne me trompe pas, 2012. Et on refait un autre sondage cette année. Fait que si des fois vous avez le sondage, bien, vous pouvez répondez-y, puis renvoyez-nous le sondage, c'est par le mal. Je viens avec André, le nouveau régime forestier. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, la réflexion sur le nouveau régime. C'est sûr qu'on a 2 inquiétudes. L'inquiétude que le BMMB s'en va, on n'aura pas de prix pour se comparer avec nous autres, avec les industries de notre bois privé par rapport au bois du gouvernement. On ne sait pas comment ça va se passer. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas encore rendus là. On va le savoir plus tard un peu. Mais deux choses nous satisfait un peu. C'est sur la réglementation municipale. Si c'est adopté par le régime, la réglementation municipale va arrêter au MRC. Puis les MRC vont avoir l'obligation de s'associer avec les syndicats, puis avec les bureaux pas les bureaux d'enregistrement, mais avec non, pas les bureaux pas l'aménagement, mais les agences, avec les agences pour former le règlement. Fait que ça va être des règlements normalement qui devraient satisfaire nos exigences un peu, là, puis me dire comme votre président, peut-être avoir un droit de produire là-dessus. Puis une deuxième chose qui serait là aussi, c'est que ça va être des licences, ça ne sera plus des CAP, ça va être des licences. Puis la ministre se réserve le droit de baisser la licence ou le nombre de mètres cubes là, pour s'il y a une catastrophe naturelle en forêt privée, pour laisser libre cours à notre bois pour rentrer sur les marchés. Il arrêterait les industriels de prendre du bois sur forêt publique, puis ils prendraient notre bois sur forêt privée. La seule chose qui nous manque est encore dans la loi, la résidualité là, est sur la loi. C'est pas vraiment juste un article, elle est rendu dans la loi, mais il faut travailler encore là-dessus parce que là, on a la chance d'avoir les règlements qui peuvent nous satisfaire pour opérer. Si on a une catastrophe, on peut rentrer chez les marchés, mais s'ils viennent nous compétitionner encore avec le bois de la forêt publique, on n'est pas plus avancé qu'on était. Fait qu'on va sûrement aller en chambre là, pour essayer d'avoir plus sur la résidualité. En conclusion, M. Boudreau. Tout, monsieur. Merci beaucoup. Alors, on va passer au point 10, les résolutions de l'Assemblée générale, donc des points Excuse. J'ai une question pour Monsieur le Président de la Fédération. C'était pas un point d'échange, ça? Non, c'est pas un point d'échange, c'est juste... Ce n'est pas un point d'échange. Vous pouvez rester à la fin puis aller lui parler. Celui-là, ce n'en est pas un point d'échange. Okay. C'est une allocution, mais ça peut se poursuivre par la suite. Donc, point 10, les résolutions. Ce sont des points de décision. Ce sont des résolutions qui sont amenées par des personnes qui vont être présentées par Martin. Mais par contre, ceux qui les ont rédigées, présentées, là, vont avoir l'opportunité de venir compléter la présentation. S'il y a quelque chose à ajouter, il n'y a pas de problème. Donc, on va vous donner 2 minutes pour compléter comme la présentation, finalement, qui est l'étape 1. Il va y avoir les mêmes étapes que toujours, donc la période de questions, d'éclaircissement. Si jamais, donc Martin va répondre comme il peut. Si jamais il y a des éléments pour lesquels il ne peut pas répondre, bien, le même groupe qui a fait la proposition elle-même va pouvoir venir expliquer ou répondre à certaines questions en une fois. Là. On va faire ça simplifié. Puis ensuite, il va y avoir la période de proposition. Donc, on va à chaque fois aller chercher un appuyeur. Puis, il va y avoir opportunité là, de proposer des amendements à ce qui est sur la table.
Après cette période d'échange où vous allez prendre position comme toujours, puis le vote. Donc, si vous êtes en accord ou si vous êtes en désaccord, puis avec les amendements s'il y en a. Parfait, merci. Je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais vous dire qu'il y a des gens qui avaient déposé des résolutions qui ont été jugées irrecevables. Là. Donc, on a fait faire les avis légaux pour vérifier tout ça. Puis, on a écrit des lettres aux gens qui les avaient proposées, appuyées. Donc, s'il y a des gens qui veulent les voir, là, les raisons pour lesquelles ces résolutions-là ont été refusées, à l'arrière, là, on a ça sur les tables à l'arrière, la dame qui est habillée en rouge, Jasmine, qui a ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut les consulter, c'est là. Il y avait 3 résolutions qui ont été, 3 ou 4 là, qui ont été jugées irrecevables là, par notre conseiller, notre procureur, notre avocat, dans le fond. Donc, voilà. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que je ne vais pas lire tous les considérants, parce que les considérants, c'est plus des points de contexte. Je vais le faire rapidement, le contexte, puis on va aller directement à la proposition de résolution pour avancer, parce que sinon, on va sortir d'ici encore plus tard. Là. Donc, si on y va pour la première. Donc, on avait une résolution, je vais quand même lire le titre de la résolution. C'est résolution demandant l'accréditation d'un nouveau conseiller forestier par l'Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie. C'est une résolution qui nous vient du secteur du Val-Saint-François. Donc, après la retraite d'un conseiller dans ce secteur-là, l'Estrie ne compte plus que 5 professionnels indépendants. Puis, certains producteurs du Val-Saint-François craignent un accès restreint à des services d'ingénieurs forestiers indépendants. Fait qu'ils réclament l'appel de candidature pour permettre d'accréditer rapidement un nouveau conseiller reconnu. Donc, c'est la résolution qui vous est présentée là. Donc, on demanderait à l'Agence forestière de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie de procéder à l'appel de candidature rigoureux en vue d'accréditer un nouveau conseiller forestier indépendant, de tenir compte des demandes antérieures, du sérieux et de la bonne réputation des ingénieurs forestiers ou de l'organisme postulant afin d'assurer des services de qualité aux producteurs forestiers de l'Estrie. Donc, ça serait la demande qui a été faite dans le Val-Saint-François et le conseil d'administration vous propose cette résolution. Merci. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, on va tout de suite aller vérifier, voir s'il y a un complément d'information de Val-Saint-François là-dessus. Si oui, là, qu'il y ait une personne qui se présente au micro. Sinon, on va avancer. Donc, je vois personne. Alors, on va aller en période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions d'éclaircissement là-dessus? Donc, j'en vois pas. On va aller en proposition. Donc, je vais tout de suite aller chercher un appuyeur. On va considérer que Val-Saint-François est proposeur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Donc, carton bleu. Oui, monsieur là-bas. Sylvain Rajotte. Merci. Est-ce que j'ai d'autres propositions, donc des amendements? Sinon, on va aller en période d'échange. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer pour ou contre? Expliquer. Sinon, on va aller au vote. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Si vous ne demandez pas le vote, c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, la prochaine résolution, c'est une résolution qui vient du secteur des sources. Donc, il y a des projets éoliens dans ce secteur-là. La résolution, c'est une résolution positionnant le syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec contre le développement de parcs éoliens en milieu agricole et forestier.
Donc, ce qu'on demande, dans le fond, c'est... il y a des producteurs dans ce coin-là qui craignent que les projets éoliens entraînent des pertes de superficie boisée, des morcellements de massifs forestiers, des risques environnementaux puis des impacts paysagers. Faute d'encadrement clair de la part des MRC, il est proposé que le syndicat se prononce contre toute implantation d'éoliennes en zone verte jusqu'à l'adoption de règles suffisantes pour la majorité, satisfaisantes plutôt pour la majorité des producteurs. Donc, il faut comprendre que quand on installe une éolienne chez votre voisin, ça peut avoir des impacts chez vous. Il peut y avoir des interdictions de construction sur des rayons de 500 mètres. Donc, si vous voulez construire une cabane à sucre, exemple, bien, ça peut être un problème. Vous ne pourrez pas. Donc, c'est le genre de choses qui peut arriver. Fait que c'est ça, ça nous a été présenté dans le secteur des sources. Puis ce qu'on demande, dans le fond, c'est... Je vais aller tout de suite à la proposition. On demande au syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec d'exiger un encadrement clair de la part des MRC ainsi qu'une réglementation adaptée aux enjeux de protection de la forêt privée située en zone agricole, et ce pour tous les projets éoliens à venir s'implanter sur le territoire desservi par le syndicat, d'exiger que soient définis clairement les enjeux liés au principe de réciprocité susceptible de s'appliquer aux producteurs forestiers et acéricoles dont l'exploitation est riveraine aux éoliennes, de demander à être informé par les MRC de tout projet impliquant la perte de superficie forestière située en zone agricole et déjà protégée au sens de l'esprit de la loi sur la protection du territoire agricole du Québec, et de se prononcer publiquement contre l'implantation de tout parc éolien en zone agricole sur le territoire desservi par le plan conjoint du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Voilà. Parfait. Alors, ça vient des sources. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter là, le résumé que Martin a fait? Ou bien la présentation suffit? Oui. Est-ce que vous allez au micro? Oui. Je vais aller au micro, mais je me prépare. Je n'ai pas participé aux sources ni à la résolution. OK, c'est bon. Donc, il n'y a personne. Alors, on va aller à la période de questions, d'éclaircissement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Éric Lapointe, du côté de Quaticook. Je suis aussi gestionnaire des terrains privés de Domtar, donc je vais être transparent de ce côté-là. J'ai travaillé sur différents projets éoliens. Je veux juste savoir si le syndicat a analysé la résolution. Si pour lui, la perte de superficie considérable, c'est un élément qui a analysé. Si les craintes, bref, qui sont amenées dans la résolution ont été bien analysées par le syndicat, s'il y a les ressources, le temps, et qui juge ça prioritaire à traiter cette résolution-là. Merci beaucoup. Micro 2. La réponse est simple, c'est oui. On a pris le temps de l'analyser, on a fait quelques rencontres et il y a une petite coquille dans le long de la loi, c'est la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Merci. Micro 2. Ça ne répond pas tout à fait à la première question. On a un parc éolien, une proposition... Présentez-vous, s'il vous plaît. Ah, excusez, Daniel Dutot. On a une proposition d'éoliennes sur notre territoire. De mémoire, c'est 40 éoliennes maximum, à peu près à 1 acre par éolienne. La perte a été calculée comment pour dire que la perte était importante? Première question. À quelle superficie qui va être perdue? Deuxième question, les chemins d'accès. Quand on a des subventions, quand il y avait des subventions pour bâtir des chemins d'accès, c'était pour augmenter la facilité de récupération du bois. Les parcs éoliennes nous proposent de construire des chemins d'accès pour des zones parfois inaccessibles sur le top des côtes. Donc, automatiquement, monter la possibilité forestière, de récolte forestière. Merci. Oui, bien, on a pris, avec les éoliennes modernes, là, les très grosses éoliennes,
La perte en milieu forestier se calcule entre 5 et 7 hectares par éolienne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y en a pas d'autres, on va avancer à l'étape suivante. Période de proposition. Vous appuyez la proposition, la résolution? Monsieur Corriveau? OK. Merci. Est-ce qu'il y a des amendements? Micro 3. Oui, bonjour. Toujours Éric Lapointe. C'est plus un argumentaire. Mais là, vous devez faire une proposition. Là, on est à l'étape d'amender, si vous voulez, amener un amendement à la résolution. Vous la présentez, vous nous la lisez, puis après ça, tantôt, on va en débattre. Est-ce que vous me suivez? D'accord, oui. J'avais des points à mentionner par rapport à l'élément en tant que tel, des questions d'éclaircissement. Moi, je vais amener des points justement pour éclairer les membres qui vont voter sur la résolution. Est-ce que je peux les amener maintenant? Non, c'est juste l'étape suivante. Là, on demande est-ce que quelqu'un veut modifier la proposition. D'accord. Merci. Micro 1. Oui, bonjour, Paul Roy. J'ai une proposition d'amendement. Dans le dernier point, à la toute fin de la proposition, c'est marqué de se prononcer publiquement contre l'implantation de tout parc éolien en zone agricole sur les territoires desservis par le plan conjoint du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Je bifferais ça, moi, puis je le remplacerais par d'arrimer la position du syndicat, d'arrimer la position publique du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec avec celle de la Fédération. Vous bifferiez la totalité de la phrase de la 4e puce, puis vous la remplaceriez par arrimer, mais là, vous allez me le relire, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, c'est que la position publique... Non, juste me le lire. Arrimer. D'arrimer la position du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec à celle de la Fédération de l'UPA Estrie. OK. Donc, vous pouvez la présenter, l'expliquer. Oui. Ah ben écoutez, c'est juste qu'on s'assure qu'on ait un consensus. Là, on parle de zone agricole. Là. Puis je veux m'assurer qu'on n'ait pas d'organisations qui disent pas la même chose. Là. Fait que puis je pense que c'est une bonne chose de s'arrimer à la position de la Fédération de l'UPA Estrie, justement parce qu'on parle de la zone agricole. Merci. Pas plus compliqué que ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, je vais aller chercher un appuyeur à l'amendement Roy. Oui, monsieur, là. André Tessier, merci. Donc, on va aller en échange. Les proposeurs ont le droit de parler en premier. Donc, on va commencer par l'amendement. Si vous voulez intervenir, ce n'est pas une obligation. Non, je n'ai pas d'intervention à faire. D'accord. Puis sinon, quelqu'un des sources? Ce n'est pas une obligation non plus. S'il n'y a personne, donc la parole est à n'importe qui veut intervenir. Oui, rebonjour, Éric Lapointe. En fait, j'ai participé, je suis ingénieur forestier, j'ai participé à 2 projets éoliens dans ma carrière, un à Saint-Robert-Bellarmin, l'autre qui est en train de voir le jour actuellement dans Haute-Chaudière. Les producteurs forestiers, les producteurs agricoles, c'est aussi des citoyens de ces communautés. Puis, je vous inviterai à inviter le préfet de la MRC du Granit ou le maire de Saint-Robert et les gens de ces régions-là à venir vous dire si les parcs éoliens sont bien acceptés ou pas. J'ai participé dernièrement à l'étude du BAP qui s'est fait pour le projet Haute-Chaudière, puis je vous dirais que le projet est très, très bien accepté par la communauté. Donc, il y a déjà un pare-feu, c'est que la communauté est là dans les études du BAP pour dire si elle accepte ou elle n'accepte pas un projet. Maintenant, par rapport à la superficie considérable, je fais un petit calcul. On mentionne le 4000 MW d'Hydro-Québec.
Moi, dans le déboisement, ce qui est demandé, c'est qu'on déboise 1 hectare. Si on met tous les projets éoliens d'Hydro-Québec dans le territoire du syndicat actuellement, puis on les fait tous développer là, puis je prends la superficie productive des forêts qui est sur le site du syndicat, c'est 0,05 % de la superficie qui est affectée par tous les projets éoliens d'Hydro-Québec. Donc, il y a juste que l'ensemble des membres, il y a plusieurs régions. Il y a des régions qui acceptent très bien les parcs éoliens. On le voit au Québec, il y en a d'autres qui acceptent moins. Avant qu'une organisation comme le syndicat prenne position claire là-dedans, ben, je m'assurerai qu'elle a l'aval de l'ensemble de ses membres dans les différentes régions qu'elle représente. Merci beaucoup. Micro 2. Je remercie vraiment M. Lapointe pour l'éclaircissement des superficies. L'autre, c'est juste comme une question d'éclaircissement sur la... Présentez-vous, s'il vous plaît. Daniel Dutot. Une question d'éclaircissement sur l'amendement. Qu'est-ce que l'UPA demande exactement? Je voudrais juste savoir sur quoi exactement qu'on va voter. Dans le fond, là, on est en échange. Ça ne peut pas venir de l'avant. Faudrait aller dans la salle pour utiliser un droit de parole pour répondre par la bande à cette question-là. Pendant ce temps-là, on va prendre d'autres interventions. Même micro. Salut, en fait, moi, je suis des sources aussi. Personnellement, je connais pas 1000 affaires à propos des éoliennes, mais j'étais là... Présentez-vous avec votre nom. Oui, Léonie Larrivée. Merci. Mais dans le fond, j'étais là quand cette proposition-là elle a été apportée. En fait, qu'il y a quelqu'un qui s'est manifesté pour en parler. Puis, nous, les personnes dans notre région, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient concernées par ça, qui avaient peur, en fait, de l'implantation des éoliennes dans leur région, qui étaient contre ça. Il y a des comités puis tout. C'est pas nécessairement toutes des personnes qui sont propriétaires forestiers non plus. Des fois, c'est juste des personnes de la région. Il y avait une personne qui avait apporté le fait qu'elle était... qui se sentaient un peu... Ils ne savaient pas quoi faire parce que la plupart des gens qui allaient voter dans la MRC pour le projet d'éolienne, c'était des gens qui habitaient dans Val-des-Sources, j'allais dire Asbestos, mais tu sais, Val-des-Sources, qui avait comme... Il y avait vraiment plus de votes là, puis à Danville, contre, par exemple, vraiment les villages où il y allait avoir les éoliennes, puis tout ça autour. Puis, dans le fond, je pense que de passer à travers les producteurs de bois, puis dans le fond, ceux qui ont vraiment les terrains, puis d'aller vérifier avec les producteurs, c'était comme une façon de pouvoir justement reprendre un peu de pouvoir en région, puis en campagne, dans le fond. Fait que, ouais, je pense que ça serait peut-être bien aussi de juste penser au fait que, par exemple, les éoliennes, c'est vraiment des grosses affaires qui, on le sait, polluent beaucoup. C'est financé genre par nos impôts, par tout l'argent des contribuables, puis tout ça, que c'est pas vraiment prouvé que c'est intelligent pour l'environnement, pour notre production énergétique. Ça fait des grosses carcasses qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est pas beau dans le paysage. Il y a quand même plusieurs conséquences à ça. Puis peut-être que ça peut être intéressant de juste... Je sais pas quelle voie je prendrais, là, soit qu'on suit l'UPA ou qu'on se met contre complètement, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'adopter ça, dans le fond. Là. Ouais. Merci. Même micro. C'est mon tour? Oui. Bon. Moi, j'ai participé à la consultation. Présentez-vous. André Roy, secteur des sources, président du syndicat. Bon, moi, j'ai participé à la consultation avec des confrères de l'UPA sur le projet, justement, de la Haute-Chaudière. Et j'ai posé la question, combien de milieux naturels vont être détruits par l'implantation des 20 éoliennes? On m'a répondu 137 hectares. On est loin du 1 hectare de déboisement, là. Je veux bien croire que les milieux naturels, c'est pas rien que du bois, là, mais c'est presque 7 hectares par éolienne. Et je n'ai pas inventé la réponse, là. Je l'ai eu, la réponse, et il y en avait d'autres ici qui ont été témoins, puis qui ont... Et la position de l'UPA et du syndicat, elle est semblable sur ce dossier-là. On ne veut pas d'implantation d'éoliennes en zone agricole, surtout en zone agricole dynamique. Ça, c'est la position qu'on partage, nous, avec la Fédération de l'UPA Estrie. Merci. Micro 1.
Jean Campagna, secteur des sources. C'est pour faire suite à ce que le monsieur de Saint-Robert Bellarmine parlait, de projet éolien. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte peut être différent d'une MRC à une autre, d'un projet à un autre. Là, actuellement, il y a des projets sur le territoire couverts par le syndicat qui, peut-être que pour certains, ne causent pas de problème, mais pour d'autres, peut causer problème. J'entends par là, la perte de superficie forestière, c'est un enjeu, mais ce n'est pas le seul. Puis actuellement, ce que vient dire cette résolution-là, c'est que c'est mal encadré et les producteurs et productrices forestières ne sont pas protégés de la façon que les MRC donnent leur appui ou leur aval à ces projets-là. Le principe de réciprocité, là, c'est un enjeu majeur pour les producteurs forestiers. J'entends par là que moi, actuellement, dans ma situation, on nous propose de mettre des éoliennes autour de ma propriété forestière. C'est parfait pour le gars qui va signer à côté et qui va avoir la redevance, mais toi, qui es sur l'autre bord de la clôture, c'est qu'est-ce qui t'arrive par après, là? Bien, si l'éolienne est à 100 mètres de ta ligne de l'eau, bien, le principe de réciprocité de 500 mètres vient s'appliquer. Donc, vous l'avez dit tantôt, M. Larrivée, dans votre explication, puis je pense que c'est ça que les gens, il faut qu'on soit conscients, c'est qu'on ne nous informe pas du fait qu'on va être brimé dans notre développement futur de notre propriété. On pourrait être brimé. Donc, la perte des milieux humides, la perte des milieux naturels, c'est-à-dire la perte des superficies forestières, mais aussi la perte de notre possibilité de développement de notre entreprise. Tu as une cabane à sucre, tu as une érablière, il se plante un érablière chez le voisin, tu veux faire un établissement touristique, un établissement, tu veux livrer des repas à ta cabane à sucre, c'est fini. Merci. Merci. Donc, c'est un peu ça Merci. l'enjeu à réfléchir. Donc, il n'y a personne au micro. Alors, ça clôt la période d'échange. On va aller au vote. Donc, comme toujours. Si vous ne demandez pas le vote, c'est adopté à l'unanimité comme amendement à la proposition qui va être votée ensuite. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, la résolution qui a été amenée par des sources, mais telle qu'amendée, donc la quatrième puce n'existe plus comme elle était, là, elle est changée selon le texte que M. Roy a proposé et que vous venez de choisir. Sur cette nouvelle résolution-là modifiée, est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vois personne, donc on va considérer qu'elle est adoptée à l'unanimité. On va passer à la troisième. Je sais pas, mon PowerPoint n'avance plus. La machine est brisée encore. Bon. OK. Voilà. Prochaine résolution. Résolution pour l'établissement d'un cadre réglementaire provincial protégeant les activités civicoles et encadrant les pouvoirs municipaux en matière d'abattage d'arbres. Bon, j'ai perdu ma feuille. Donc, dans le fond, c'est une résolution qui demande, dans le fond, ça vient du Haut-Saint-François. Puis on juge là-bas qu'il y a certains règlements municipaux d'abattage d'arbres qui sont abusifs, qui nuisent à la gestion des boisés privés. Les producteurs demandent à Québec de créer pour la forêt privée un droit de produire analogue à celui de l'agriculture afin d'harmoniser les règles et limiter les pouvoirs municipaux excessifs. Donc, la proposition est qu'on demande au syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec qu'il demande à la Fédération des producteurs forestiers du Québec de faire pression sur les gouvernements du Québec pour adopter un cadre réglementaire strict visant à protéger les activités sylvicoles régulières, similaires à celui en vigueur pour le secteur agricole, afin de garantir le droit de produire des producteurs forestiers.
qu'il exhorte le gouvernement à encadrer les pouvoirs des municipalités et des MRC en matière de réglementation de l'abattage d'arbres, en s'assurant que ces règlements soient élaborés en collaboration avec les propriétaires forestiers et les professionnels qualifiés et qu'elles tiennent compte des réalités socio-économiques et opérationnelles des producteurs forestiers. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un du Haut-Saint-François qui veut compléter la présentation que Martin vient de faire? Sinon, on va aller en question d'éclaircissement. Est-ce qu'il y a des questions? Micro de gauche. Oui. Jean-François Larin, Montérégie. On avait une résolution semblable l'année passée par rapport à la situation à Rigaud. Est-ce que, qui parlait de d'élaborer une stratégie pour essentiellement régler les mêmes problèmes, est-ce que vous pouvez faire rapport de qu'est-ce qui aurait été fait depuis, qui puisse dire publiquement, puis quelle est la stratégie à l'avenir, outre cette résolution-là qui est suggestive? Merci. Micro 2. Je pourrais répondre, André Roy, du secteur des sources, je pourrais répondre en partie aux questions qui ont été posées par M. Larin, c'est-à-dire que dans la dernière année, le ministère des Forêts, des Ressources naturelles et des Forêts a mis sur pied un certain nombre de chantiers où on discute de certains problèmes relatifs à la forêt privée et la question de la réglementation municipale est traitée dans un de ces chantiers-là. Et deuxièmement, on le sait tous, là, on est en révision, le gouvernement du Québec est en révision du régime forestier et je pense que l'occasion est belle pour introduire dans la loi sur les forêts un véritable droit d'aménager nos forêts en forêt privée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va aller en proposition. D'abord, aller chercher quelqu'un qui appuie la proposition du Haut-Saint-François, la résolution du Haut-Saint-François. Monsieur Roy, Paul Roy, merci. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, donc des amendements? Sinon, on va aller en échange. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer sur cette résolution-là? Micro de gauche. Toujours Jean-François Larin de Montérégie. Merci pour la réponse. Ça m'éclaircit sur le sujet. Espérons que ça amène les résultats attendus, mais j'aimerais amener le point à tous les producteurs ici puis aux syndicats que est-ce qu'on va avoir un plan pour aller à l'étape suivante? Parce que présentement, il y a une oppression à certains endroits. Moi, si j'avais juste le droit de production qu'il y a eu dans la MRC des sources, je serais déjà content. Présentement, c'est totalement interdit sur le massif de Rigaud. Puis, je pense au principe, quand tu as des troubles sur un sujet complètement indépendant, sur les gens qui essaient de poursuivre d'autres personnes pour des brevets, ils visent le plus faible, puis ils écrasent le plus faible pour pouvoir obtenir un gain de cause, quelqu'un qui ne peut pas se défendre, pour pouvoir ensuite appliquer ça ailleurs. Moi, j'ai peur que cette tendance-là s'applique partout. Puis je suis en train de penser à qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, puis l'autre année d'après, à savoir qui est-ce qui va être en place, qui va être capable de commencer à entreprendre des poursuites, un peu comme les pourvois en contrôle judiciaire. Je ne dis pas que le syndicat devrait faire ça, est-ce que c'est la fédération qui devrait faire ça, mais je souligne le point qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui mette son pied à terre, puis qui commence à le contester, parce que la loi le permet normalement. La loi devrait le permettre, puis les MRC abusent parce qu'ils sont plus forts que les producteurs, un à la fois. Merci. Donc, on va passer à l'étape 5, le vote. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la résolution 3 qui vient d'être décrite? Donc, elle est adoptée à l'unanimité. On va passer à la 4e.
Si on peut remettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Avec ça. Bon. OK. Donc, la prochaine résolution, c'est résolution pour l'instauration d'une veille réglementaire et la contestation des règlements abusifs relatifs à l'abattage d'arbres dans les municipalités et MRC du territoire. C'est une résolution qui vient du secteur Quaticook-Memphremagog. Donc, on va aller tout de suite au niveau je dirais, du contexte. Je pense que vous comprenez juste avec le titre, là. Donc, c'est une veille réglementaire, ça veut dire surveiller toutes les municipalités, les MRC, puis contester les règlements abusifs là, de manière juridique, là. Donc, ça serait ça. Ce qu'on demande, dans le fond, au syndicat, c'est des producteurs forestiers du Sud du Québec, c'est qu'ils mettent en place un projet de veille réglementaire visant à recenser et analyser les règlements municipaux relatifs à l'abattage d'arbres dans les 276 municipalités de son territoire, qu'il identifie les règlements municipaux et les politiques des MRC qui imposent des restrictions excessives et inadaptées à la réalité des producteurs forestiers, en se basant sur des critères objectifs et en tenant compte des meilleures pratiques en matière de gestion forestière, qu'il sensibilise les autorités municipales et régionales à l'importance d'élaborer des réglementations équilibrées en proposant des formations et des outils adaptés tels que le guide d'aide à la rédaction d'un règlement municipal sur l'abattage d'arbres et la protection du couvert forestier, afin d'assurer une harmonisation des pratiques réglementaires sur l'ensemble du territoire, qu'il informe régulièrement ses membres des avancées de ces projets, de ce projet de veille réglementaire et des actions entreprises, afin de les soutenir dans leur démarche et de promouvoir une gestion forestière durable et respectueuse des droits des producteurs. Merci. D'abord, permettre à Quaticook-Memphremagog, s'ils le veulent, de venir compléter la description. Êtes-vous de Quaticook-Memphremagog? Non. Okay. Donc, s'il n'y a personne, on va aller en question. Est-ce que vous êtes en complément de... Question d'éclaircissement, dans mon cas. OK. Puis, M. Roy, du milieu? C'est pour quel monsieur Roy? Vous? C'est pour un complément aussi ou... non, c'est une question. OK, c'est bon. Donc, on va commencer avec le micro 1. Bonjour, Paul Roy, secteur des sources. Je voudrais savoir si... ça m'a échappé. Je voudrais savoir si le syndicat appuie officiellement cette résolution-là. Est-ce que c'est l'ensemble de vos questions? Merci. J'avais madame ici avant que vous arriviez, micro 3. Ça va être pour les commentaires. OK. Donc, c'est pas pour tout de suite. Micro 2. André Roy, les sources. Moi, la question que je me pose, en principe, tout ça, c'est beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui pense qu'on dispose de 10 % des ressources humaines et financières pour mener ce genre de campagne-là? Parce que tout passe par là. Cet hiver, on a mené, je dirais, une lutte acharnée face à une MRC qui prônait un règlement abusif. Il faut le dire, là, ça coûte des dizaines de milliers de dollars, un exercice comme celui-là. Et je dirais qu'on est relativement satisfait du résultat, qu'on ne peut pas annoncer malheureusement parce qu'on a dit qu'on tiendrait ça secret tant que le règlement ne serait pas modifié. Mais c'est inimaginable de penser qu'on va faire ça pour l'ensemble des MRC du territoire. Donc, la question, la réponse vient de la question, on ne dispose pas des ressources. Donc, si on n'a pas les ressources, ça ne donne rien de s'attaquer à ce problème-là. Est-ce qu'il y a des questions à d'autres micros? Moi, je pense que j'ai eu ma réponse. Hein? Okay. Sinon, en réponse d'en avant, si Martin, tu as quelque chose à répondre. Sinon, Quaticook-Memphremagog aussi peut venir en réponse.
C'est sûr qu'il faut comprendre là, qu'une veille réglementaire, c'est quand même quelque chose de très costaud là, à tenir là, pour 276 municipalités. Moi, je crois que la solution est peut-être pas à notre niveau, mais peut-être au niveau provincial. T'sais. C'est là qu'il va falloir qu'on regarde pour se mettre plus... tous les producteurs là, forestiers privés là, pour essayer de contrer ce genre de réglementation abusive-là. Donc, les ressources... pour répondre à la question, est-ce qu'on a les ressources? La réponse, c'est non. Ça prend tellement d'énergie pour combattre toutes ces réglementations-là qu'il faut que ça se règle plus haut que ça. Voilà. Merci. Donc, micro 1, c'est pour une question ou une réponse? Ouais, c'est Mario Lavigne de la région de Quaticook. Oui. Je comprends bien vos arguments, sauf qu'il faut bien comprendre que, vous le dites dans les sources, que c'est presque impossible à faire virer ça de bord une fois que c'est implanté. Puis, comme le monsieur de Montérégie disait tantôt, il y a plein de places qui rêvent d'avoir le règlement des sources. Là, puis, le syndicat semblait trouver que c'était trop. T'sais. Fait que, à un moment donné, si on fait rien, puis on laisse implanter des règlements que tu peux plus... tu as bien beau avoir toutes sortes d'avancements en forêt privée, mais si tu peux plus couper de bois, là, tout ça, ça sert à rien. Là. Fait que, je comprends que c'est peut-être plus au niveau provincial qu'il y a une certaine avancée là-dessus présentement, là, mais c'est dans ce contexte-là là, que ça va être apporté. Merci. Donc, ça, c'est une réponse. Je continue de prendre des questions, n'est-ce pas? Parce que tantôt, on va avoir une étape pour dire ce que vous pensez. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est comme en réponse? Oui, c'est un peu commentaire en réponse à Martin un peu, là, qui... Présentez-vous. Veut ça à la Fédération. Présentez-vous. C'est parce que... Comme Présentez-vous, s'il vous plaît. Gaétan Boudreau, président de la Fédération. C'est comme je vous ai dit tantôt, la loi de la réforme est sur le plancher. Si c'est accepté, ça va aller vers peut-être l'automne que ça sera accepté. Puis les municipalités ne pourront plus faire de règlement d'abattage d'arbres. Ça va être les MRC, puis il faudrait qu'ils fassent avec les syndicats et les agences. Puis ils n'auront pas le choix de là-dessus, puis ça va prendre des ingénieurs du bord de la MRC, puis du bord de notre bord, à nous autres, on a les ingénieurs forestiers, et les MRC, il faudrait qu'il y ait des ingénieurs forestiers. Fait qu'il y a déjà un gros travail d'amorcer là-dedans pour essayer d'avoir des règlements qui nous habillent. Merci. Donc, on va passer à la période 3, période de proposition. Si c'est pour une question, je vais vous laisser intervenir, mais il faut que ce soit une question. Oui, en fait, c'est une question tout à fait à savoir... Présentez-vous. Pardon, Simon Normandin, Quaticook. Merci. La question, en fait, est est-ce que, dans un premier temps, le syndicat s'est penché sur cette question-là avant l'adoption ou prenant en considération l'adoption des prélevés de tantôt, premièrement? Et deuxième question, c'est ça, 8 heures, là. Pas d'autres questions. Merci. Donc, c'est la dernière question qu'on prend. La réponse viendrait de l'avant. Bien, le syndicat se penche toujours sur ces questions-là et dire, on intervient là-dedans. Là, il faut regarder ce qu'on nous demande dans la résolution. Là. Ce qui nous est demandé dans la résolution, c'est quelque chose d'énorme. En principe, je veux dire, moi, j'ai appelé un directeur là, de MRC, j'ai fait 2 appels depuis 15 jours, et il ne retourne pas mes appels. Je ne peux pas lui parler, puis je laisse mon numéro de téléphone, puis après ce qui s'est passé dans les sources, peut-être qu'il n'a pas envie de me parler. Là. Mais il faut penser que c'est pas simple ce qui arrive. Là. Puis je ne suis pas sûr qu'il est en vacances de tout ce temps-là, mais il ne me rappelle pas. Et donc, la collaboration, on ne l'a pas beaucoup. C'est sûr que ce dont parle Gaétan Boudreau de la Fédération, c'est une avancée. Mais mettre sur pied une veille, étudier tous les règlements, ça prend des ressources humaines, puis ça prend du cash. Et évidemment, dans notre plan de financement, on n'a pas prévu l'argent pour ça. Puis ça en prendrait... Parce qu'il aurait fallu arriver avec le triple d'augmentation qu'on a là, puis on est assez réaliste pour penser que ça ne passe pas. Donc, on est prêt à agir, on est prêt à intervenir
positivement auprès des MRC. Mais écoutez, moi, ça fait 2 campagnes qu'on mène. On en a mené une dans la Haut-Saint-François il y a 15 ans. On en a mené une, puis il y a plusieurs des personnes ici qui s'en souviennent. Là. Et on a participé à 125 producteurs 2 fois de suite dans la MRC du Haut-Saint-François pour faire changer un règlement. On y est parvenu, mais dites-vous bien que ça demande d'huile de bras en sacrement. Là. Moi, je suis prêt à en mettre de l'huile de bras, mais on ne mettra pas toutes les ressources du syndicat là-dessus. On n'est pas capable. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la période 3, période de proposition. Tantôt, on va aller à la période 4 pour les échanges. Donc, d'abord, je vais aller chercher un appuyeur pour la résolution qui est en jeu. Carton bleu. J'avais une proposition. Ah, vous aviez une proposition? Oui, mais c'est ça. Mais d'abord, je vais chercher un appuyeur là, pour la résolution qui est en jeu. Là. Vous comprenez que s'il n'y a pas d'appuyeur, elle n'existe plus. Là. Il n'y a même pas besoin de vote. Là. OK. Mario Lavigne, hein, c'est ça? Merci. Donc, on va aller chercher d'autres, des propositions d'amendement. Micro 3, madame. Jocelyne Bergeron, Région des Sources, MRC des Sources. Je proposerais de retirer le premier piton parce que, comme André l'a expliqué, ça demande une puissance d'action titanesque. Le travail qu'on a fait dans la MRC des Sources, c'est épouvantable tout ce qu'il a fallu faire pour contrer des esprits bloqués contre nous autres. La MRC a une biologiste qui a... Non, pour commencer, la MRC compte 73 de son territoire forestier. Le reste, c'est les villes, les villages, les fermes, les résidences un peu partout. Qu'on soit à 73 forestier, je pense qu'on l'a protégé, notre forêt. Mais à présent, du 73 on dit que 70 de cela est des milieux humides. Là, ça veut dire qu'on ne fait plus rien chez nous. On est condamné à être propriétaire, payer des taxes et ne jamais pouvoir faire aucune action. Alors, la demande de veille est abusive parce que ça va demander un travail titanesque, mais la veille, on peut la demander à tous les résidents, les producteurs qui vont régulièrement aux réunions du conseil municipal dans leur municipalité et, si possible, de suivre les réunions de la MRC. Quand ils détectent quelque chose, on peut aviser notre syndicat, mais on ne peut pas demander au syndicat de suivre tout le monde. C'est hors de nos capacités d'énergie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres amendements? J'aimerais répondre à ça aussi, que le dernier Vous ne picot... pouvez pas répondre, monsieur Roy. On est rendu aux propositions. Désolé. Micro 2. Je propose un amendement par feu, ni plus ni moins. Présentez-vous. Daniel Dutot. Je propose un amendement que le syndicat prépare et présente lors des PDZA qui mène à ces règlements-là un message clair et commun dans toutes les MRC. Ça ne coûte pas si cher que ça. On le sait, vous êtes allés, puis ça l'a dérapé. D'abord, vous devez vraiment nous dire quelle phrase vous voulez. Ah oui, excusez. Il faut qu'on sache est où là-dedans. Par exemple, être en première puce, être en 5e puce. Puis que vous nous disiez que le syndicat, puis que vous nous dites tout ça. Puis après ça, je vais vous donner du temps pour l'expliquer. À la fin de la résolution, un autre plus, d'ajouter que le syndicat se prépare et présente un plan clair dans les PDZA qui mènent aux règlements municipaux. Attendez un instant. Donc, moi, j'ai que le syndicat se prépare et présente un plan clair, puis ensuite? Clair et commun, commun dans toutes les MRC. OK. Vous pouvez compléter l'explication? Parce que malheureusement, il est arrivé dans le secteur Quaticook à un PDZA des représentants du syndicat qui sont venus. Je ne partirai pas trop là-dessus parce qu'il y a eu une plainte que j'ai eu à réponse hier, un an après. Il est venu tirer à couvert sur son bord. Une mauvaise présentation de la part du syndicat. C'est ce que je demande, qu'un dérapage de même n'arrive plus.
puis que ce soit un message clair par le syndicat, pas de quoi de nébuleux qui avait un intérêt personnel, mais que ça soit pareil partout. Là, il fait de la personnalisation de dossier. Ce dossier-là a été enquêté, en tout cas, il n'y a peut-être pas satisfaction de M. Dutot, mais là, il fait des affirmations fausses et il fait de la personnalisation et c'est contre les règles de procédure. Et donc, il faudrait qu'il retire au moins ce qu'il a dit, parce qu'il n'y a aucune preuve que la personne en question a fait ce qu'il a dit. Et donc, il n'a pas le droit de faire ça. Aucunement, la plainte sera contestée demain. Bon. Je ne peux pas me prononcer sur le fond. Je ne suis pas capable C'est parce que M. Dutot fait de la personnalisation et c'est contraire aux règles de procédure. Donc, il les retire, là, et on écoutera son amendement. Là-dessus, c'est un point. Donc, vous ne pouvez pas personnaliser les sujets puis aborder des points précis qui concernent des personnes. Non. Où est-ce que vous êtes, M. Dutot? Je ne vous vois même pas. Là. OK, c'est bon. Est-ce que vous retirez la personnalisation? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres amendements? Est-ce que je peux en proposer un sans me lever puis aller au micro? Ben non, vous devez le faire. Vous n'êtes pas en présentation. Je vais y aller. Monsieur Dutot, est-ce que c'est pour un autre amendement? Non, tu m'as demandé si je retirais la personnalisation. La fin de l'explication, d'accord. L'amendement, je la laisse. Oui, l'amendement, c'est l'amendement à vie. On va aller chercher un appuyeur tantôt. Donc, ben, vous avez fait la présentation, alors je vais aller chercher l'appuyeur tout de suite. Est-ce qu'on a un appuyeur pour l'amendement Dutot? Oui, monsieur là-bas. Merci. Micro 2. Oui. Oui, André Roy, des Sources. Moi, ça fait suite à l'amendement de Mme Bergeron. Le quatrième PICO fait aussi allusion à la veille réglementaire. Et si on retire le premier PICO, je suis d'accord pour qu'on le retire, il faudrait enlever aussi le quatrième, en toute logique. Donc, je propose cet amendement-là. Merci. Est-ce que j'ai une personne qui appuie? Mario Lavigne, merci. Donc, ça fait le tour. On va aller en échange. On va commencer par les proposeurs. Donc, est-ce que quelqu'un là, on était de Coaticook, Memphremagog veut se prononcer? Sinon, oui, non. Sinon, dans l'ordre, on va aller avec Mme Bergeron. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, M. Dutot. Non. M. Roy. Vous avez le droit comme proposeur, vous avez le droit de parler encore en période d'échange. Non. Vous avez le droit de retourner, vous occuper du temps de parole pour expliquer votre point si ça vous intéresse en début de période d'échange. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vois au micro 3. Allez-y. Monsieur Larin, en Montérégie toujours, je vais dire que je suis d'accord avec la position générale du syndicat qu'effectivement, c'est probablement non seulement prématuré de faire une veille réglementaire et beaucoup trop coûteux, mais j'aimerais amener le point, puis ça serait de loin préférable que ça soit réglé à un autre niveau, comme rapporté par monsieur de la Fédération, mais dans l'éventualité où est-ce que ça n'arriverait pas, sans faire une veille réglementaire pour l'ensemble des MRC, à un moment donné, il faut faire un cas d'exemple, puis ça coûterait moins cher de faire
un cas spécifique, d'avoir la jurisprudence, le cas le plus facile à gagner, de dire, regarde, là, le juge, il a dit ça, là, maintenant, vous êtes tous illégaux, parce que vous mettez des restrictions supplémentaires. Ça a été décrit dans un discours officiel d'un tribunal. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Sinon, on va passer au vote. Donc, dans l'ordre, on va commencer par les amendements, comme toujours. Vous pouvez voter en faveur d'un amendement, puis après ça, essayer de battre la principale, même si elle est amendée. Ça fait partie des choses que vous pouvez faire. C'est pas lié. Comme la proposition Bergeron et celle de la proposition d'amendement Roy sont liées, on va les voter dans l'ordre, puis ensuite, on va voter celle de M. Dutot. Donc, l'amendement Bergeron, c'était de supprimer la première puce, puis l'amendement Roy, c'était de supprimer la quatrième à cause de la suppression de la première. Donc, elles dépendent l'une de l'autre. Si vous décidez de ne pas supprimer la première puce, bien, ça va disposer de l'amendement Roy. Ensuite, l'amendement Dutot, c'était d'ajouter une cinquième puce, donc que le syndicat se prépare et présente un plan clair et commun dans toutes les MRC. Alors, dans l'ordre, est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'amendement Bergeron de supprimer la première puce? Personne ne demande le vote, donc elle est adoptée à l'unanimité. Ça nous amène à l'amendement Roy qui est lié aussi. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'amendement Roy de supprimer la quatrième puce? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, l'amendement Dutot, donc d'ajouter une cinquième puce qui ne serait évidemment pas la cinquième parce qu'on en a supprimé 2. Que le syndicat se prépare et présente un plan clair et commun dans toutes les MRC. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, quelqu'un a demandé le vote. Alors, les personnes qui sont en faveur de l'ajout de la cinquième puce avec l'amendement Dutot, levez la main, s'il vous plaît. Levez la carte, votre carte bleue, s'il vous plaît. Merci. Baissez vos mains. Les personnes contre, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est battu à majorité. Ensuite, on va passer au vote de la résolution 4, telle qu'amendée, donc avec les 2 amendements qui sont passés, qui étaient de supprimer la première puce et de supprimer la quatrième. Donc, la résolution telle que changée. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, quelqu'un demande le vote. Donc, est-ce que les personnes qui sont en faveur avec la résolution 4 telle que modifiée, levez vos cartons bleus, s'il vous plaît. Ceux qui sont en faveur. Merci. Baissez la main. Ceux qui sont contre. Merci. C'est adopté à majorité. Donc, on va passer à la résolution 5. Résolution c'est une résolution qui nous vient du secteur des sources. Donc, résolution pour former un comité consultatif des sages. Donc, le secteur des sources craint que la perte de mémoire institutionnelle avec le départ à la retraite des pionniers, des plans conjoints et l'expansion de la désinformation. Il y a une proposition de constituer un comité de producteurs retraités ou expérimentés sans pouvoir décisionnel pour fournir des avis éclairés et préserver l'histoire collective. Donc, je vais aller à la fin.
Donc, l'Assemblée générale annuelle demande à la Fédération des producteurs forestiers du Québec de mettre en place une forme de comité consultatif des sages sans pouvoir décisionnel dont la structure et les interventions restent à préciser par la Fédération. Merci. Est-ce que quelqu'un des sources voudrait compléter la présentation que Martin a faite? Bonjour, Paul Roy, secteur des sources. Je n'irai pas être à l'origine de cette résolution. Cette idée-là m'est venue suite à une discussion avec M. Jean-Paul Gendron, qui est présentement le président de l'Agence de la mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie, dont j'ai appris qu'il songeait à se retirer de son poste pour faire autre chose. Je n'avais pas l'intention trop de le laisser tranquille. Après avoir discuté avec lui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que cet homme-là pouvait m'apprendre encore. Puis ça m'a illustré aussi quelques souvenirs que j'avais de certaines assemblées où j'ai vu des interventions de personnes beaucoup plus sages que moi qui m'ont appris beaucoup de choses. Puis j'ai l'impression, à voir la tournure de certains événements, qu'on aurait besoin que ces personnes-là nous éclairent encore de leur expérience et de leur sagesse. On a beaucoup trop de pertes de savoir. Puis c'est important qu'on décide de trouver une forme de préservation. Puis c'est celle-là que j'ai proposée. Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'étape 2, période d'éclaircissement. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va aller à l'étape 3, les propositions. D'abord, aller chercher une personne qui appuie cette résolution. Carton bleu. Oui, madame. Madame Côté. Linda? Oui, Linda Côté. Linda Côté. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, donc des amendements à la résolution? Sinon, en période... Est-ce qu'on a donc des questions, des interventions en période d'échange? Sinon, on va aller au vote. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la résolution 5? Donc, elle est adoptée à l'unanimité. On va passer à la 6. Donc, la résolution 6 nous vient du secteur du granit. Résolution sur le respect de la résidualité dans l'allocation des volumes de bois aux usines. Donc, l'Assemblée générale annuelle du syndicat demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de respecter pleinement le principe de résidualité dans toutes les décisions d'allocation de bois aux usines, y compris lors d'événements exceptionnels, de mettre en place un mécanisme d'ajustement automatique des allocations de bois publics lors de l'ajout de volumes ponctuels, les feux, insectes, chablis, afin d'éviter de nuire au marché de la forêt privée, d'instaurer un mécanisme de suivi rigoureux incluant une reddition de compte annuelle sur les volumes réellement approvisionnés par la forêt privée dans chaque usine. Et on demande aussi à la Fédération des producteurs forestiers du Sud du Québec, vas-tu l'avoir? Non, pas de Sud, excusez, je commence à être fatigué, je ne sais pas pourquoi. À la Fédération des producteurs forestiers du Québec de faire des représentations auprès du ministère pour obtenir des engagements clairs quant à l'application du principe de résidualité, de faire des pressions pour que des mesures concrètes soient adoptées pour protéger l'accès des bois issus de la forêt privée aux marchés régionaux. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un du granit qui voudrait compléter la présentation? Sinon, on va aller aux questions. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? Il n'y en a pas. Alors, en proposition, je vais aller chercher une personne qui appuie la résolution 6.
avec le carton bleu. Madame Pinard, merci. Est-ce qu'il y a des amendements? Paul Roy, secteur des sources. J'ai envie d'ajouter quelque chose. C'est peut-être un peu fantasme. Sérieusement, là, ça, c'est un des principaux combats qu'on va avoir là, au cours des prochaines années. Là. Cette concurrence déloyale-là de la forêt publique qui garoche des volumes qui viennent fausser notre marché. Présenter votre proposition. OK. Mon amendement, ce serait aussi là, de faire un ajout, de demander aussi à la Fédération d'examiner sérieusement la possibilité de porter plainte au Bureau de la concurrence fédérale. Donc, d'ajouter dans la deuxième section une puce qui dirait de demander, on ne dirait pas à la Fédération parce qu'elle est déjà là, mais de porter plainte au Bureau de la concurrence. Donc, d'examiner la possibilité. Là, il reste quand même, il y a des critères à ça. Là. Puis, mais, tu sais, puis si les demandes précédentes finissent par fonctionner, bien là, mais je veux quand même qu'ils gardent cette carte-là en poche. OK. Donc, ce serait une puce qui commencerait par d'examiner la possibilité de porter plainte au Bureau de la concurrence. Est-ce que j'ai une personne qui appuie cet amendement? Jonathan Blais, c'est ça? Merci. Donc, on va aller de l'avant en période d'échange. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer? Micro 3. Oui, Jonathan Blais. Oui, il y a une chose qu'il faut savoir, là, puis moi, j'ai vu Daniel cet hiver. Ben, je peux pas parler de... On a failli se donner la main, puis il m'a parlé de ça, la résidualité. Qu'il avait de la misère à vendre ses bois cet hiver parce qu'on se faisait fourrer de main par le gouvernement. Mais il faut dire les vraies choses aussi. Puis là, tu vas me corriger, André ou M. Boudreau. La résidualité, si on veut être capable d'avoir une force un peu, il faut avoir des conventions, il faut avoir des contrats. C'est là que ça presse d'aller chercher des conventions. Qu'ils soient arbitrées, ça, c'est sûr, si on va se rendre à l'arbitrage, là, on n'est pas capable de les asseoir autour de la table. Ça prend des conventions. Ça prend la régie, ça prend le règlement qu'on a là si on veut faire respecter nos entrepreneurs là, qui ont de la misère à vendre le bois. Puis il faut savoir que ce bois-là, là, il y avait des garanties pour 1,2 million de mètres cubes qui n'ont même pas été comblés là-bas. C'est comme s'ils voulaient nous faire une jambette. Ça, il faut que ça arrête de se faire fourrer de même. Là. C'est pas normal que notre pire concurrent, c'est Legault. À un moment donné, faites respecter nos producteurs puis nos entrepreneurs qui coupent notre bois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, j'aimerais, c'est une demande, là, j'aimerais que le Présentez-vous. Paul Roy, secteur des sources. J'aimerais que le vice-président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec nous explique ce qui s'est passé dans le Bas-Saint-Laurent qui a mené à la conférence de presse du 7 novembre dernier, puis qui a amené la fermeture des approvisionnements dans 2 moulins de notre région, ce qui ne nous a pas permis de livrer plus de volume que l'année dernière, en passant. Merci. Donc, il n'y a pas de réponse. C'est juste des échanges en délibérant. Donc, on va passer au vote. Je ne sais pas si vous attendiez une réponse en tant que telle, mais il n'y a pas de réponse à l'étape 4. C'est juste des interventions pour ou contre, puis on s'en va vers l'avant. Donc, on va procéder au vote sur l'amendement, puis ensuite sur la résolution amendée ou non. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'amendement d'ajouter une 3e puce à la 2e section sur la Fédération, donc d'examiner la possibilité de porter plainte au Bureau de la concurrence? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cet amendement-là? Il n'y a personne, donc c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, la résolution telle qu'amendée avec cet ajout-là, est-ce que quelqu'un demande le vote là-dessus?
personne. Donc, la résolution 6 est adoptée à l'unanimité aussi. Oui, c'était granit aussi. Je m'en souviens. Donc, prochaine résolution, c'est une résolution sur la sériculture en forêt publique. Donc, on demande à l'Assemblée, dans le fond, pour... les producteurs soulignent que les érablières publiques ne sont pas tenus de préserver leur potentiel acéricole, alors qu'un hectare voué au sirop génère 10 à 12 fois plus de retombées qu'un hectare exploité en bois d'œuvre. Bon, ils demandent que l'État impose les mêmes obligations que le privé et réserve davantage de superficie à la sériculture. On demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de protéger le potentiel acéricole des érablières en terre publique, de s'entendre avec les producteurs et productrices acéricoles du Québec sur l'octroi des superficies suffisantes en terre publique pour assurer un développement accéléré de la filière acéricole québécoise. Donc, c'est un appui à la Fédération des producteurs acéricoles. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter la présentation de Martin? Oui, Jonathan Blais, président des producteurs de sirop de l'Estrie. Bien, j'apprécie cette initiative-là. Hein. Vous le savez, il faut être solidaire entre producteurs et entre production. Moi, ça va faire 7 ans que je me bats, pas contre la foresterie, là. On a vu, là, faire les médias défendre le métier de foresterie, puis forestier, puis etc., là. Guidoune. Je me bats pas contre la foresterie, moi. Il n'a pas compris mon combat, lui. Moi, je me bats contre l'exode rural, la dévitalisation. Chris, ça prend pas un diplôme d'ingénieur pour savoir ça. La ressource, quand elle n'est plus là, c'est fini. Quand la mine est vide, c'est fini. Puis ça, là, je baisserai jamais les bras face à ça. Peu importe l'usine en avant de moi. Puis l'affaire qui est sûre, je passerai pas ma vie, moi, à genoux, en avant de mes acheteurs. Je vais me tenir debout jusqu'au bout. Pour qui, ça? Pour notre relève. Nos érables à sucre méritent mieux que ce qu'ils ont là. J'ai marché les forêts publiques en 2023 avec Pierre Dufault, puis je vais les marcher cette année encore une fois avec la ministre. Je ne m'ostinerai pas que le petit réseau de prostitution forestière, moi. Merci. Micro 2. Oui. André Roy, les sources. Il faut comprendre qu'il y a une grosse anomalie avec le gouvernement du Québec, là. C'est que nous, en zone agricole, là, comme propriétaire d'érablières, on est obligé de protéger le potentiel acéricole de ces forêts-là. Celui qui m'oblige à faire ça, là, l'État québécois, il ne le fait pas chez lui. Il ne s'oblige pas à protéger le potentiel acéricole. Le premier, je dirais, justiciable dans la société, ça devrait être l'État. Mais l'État qui m'impose de protéger le potentiel acéricole chez moi ne le fait pas chez lui. C'est la plus grande incohérence qu'on peut imaginer. Donc, c'est un minimum. Et en solidarité avec mes confrères acériculteurs qui sont toujours aussi des producteurs de bois, bon, ben, j'espère qu'elle va passer à l'unanimité. Merci. Donc là, c'est en question. Hein? Est-ce que c'est une question? C'est une coquille qu'il faudrait corriger. C'est Justine Bergeron. OK, Vu que je considère cette proposition très importante, au deuxième considérant, c'est écrit CPTAA. Alors, ça serait important d'inscrire CPTAQ, surtout que c'est un nom et c'est une proposition qui va aller plus loin que notre réunion. Pas de problème. Ça, toutes les corrections de concordance et tout ça, là, on peut le faire comme ça, à main levée. Donc, est-ce que ce sont des questions? Sinon, tantôt, il va y avoir proposition puis position. Allez-y. Oui, bonjour. Éric Lapointe, Quaticook.
Écoutez, on vient d'entendre le président des producteurs et productrices acéricoles de l'Estrie. M. Blais n'est pas trop timide, puis il ne manque pas d'imagination pour défendre sa fédération. Ce que je me demande, c'est pour la fédération, pour le syndicat des producteurs de bois de l'Estrie, on nous a parlé tantôt, là, le président, le directeur général, de période d'austérité, de manque de ressources humaines et financières. En quoi réellement on doit s'impliquer dans un dossier comme celui-là, alors qu'il y a déjà une autre fédération qui s'en occupe très bien? Puis en quoi c'est recevable aussi? On parle de tenure publique et on parle d'acériculture. Donc, en quoi c'est recevable de s'impliquer comme ça au niveau d'un syndicat des producteurs de bois? Merci. On va prendre une autre question, si c'est une question. Non? OK. Même micro. Monsieur le Président. Allez-y. Si j'ai bien compris, Nicolas Maheu chez Domtar, si j'ai bien compris, M. Blais nous a traité des prostituées forestiers, si j'ai bien compris. Je me sens pas respecté quand on parle de prostituées forestiers en même temps. J'ai pas de problème à ce qu'il y ait cette opinion-là, mais de l'exprimer en public puis qu'il ne soit pas reprimandé. Bien, je suis un forestier. Vous avez généralisé l'ensemble des forestiers comme des prostituées. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais me lever. Mais le souci est reçu et entendu. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de déterminer dans ce temps-là s'il y a quelqu'un qui est concerné là, dans la pièce. Désolé sur ce plan-là. Là. Donc, il n'y a pas d'autres questions. En réponse à l'intervention de M. Lapointe. Bien, écoutez, pour savoir si c'est recevable, écoutez, les producteurs, je l'ai dit tantôt, là, les producteurs acéricoles, ce sont tous des producteurs forestiers aussi. Et donc, moi, bien, je suis solidaire avec ces gens-là et je suis solidaire avec le syndicat des producteurs acéricoles de l'Estrie et de la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec. C'est une question de solidarité. Je pense que c'est tout à fait recevable d'être solidaire avec ses confrères. J'ai Paul Roy, les sources. J'aimerais offrir aussi une réponse. Bien, êtes-vous du granit? Non. Non, vous êtes pas en position de répondre. Vous êtes en position d'avoir une opinion. Donc là, on est en question-réponse. Il faut que ce soit les présentateurs. Est-ce que c'est une question? Parce que là, on va aller dans d'autres étapes où il y a des expressions d'opinion. C'est une question aussi. C'est à moi? Oui. Nicolas Maheu chez Domtar. Tantôt, M. Larose, vous avez parlé qu'il ne fallait pas commencer à parler traiter des salaires des fonctionnaires à l'échelle des syndicats de producteurs. C'était un de vos premiers mots que vous avez parlé. Il ne faudrait pas traiter de résolution qui ne traite pas du sujet de base de forestier. À ce moment-ci, par solidarité, moi, je connais des fonctionnaires qui sont aussi des forestiers, puis on ne se mêle pas de ce dossier-là. Ça veut dire que M. Roy, lorsqu'il dit qu'il faut être solidaire avec les autres activités agricoles, c'est comme se mêler aussi des dossiers, des salaires des fonctionnaires. À ce moment-ci, malgré que je respecte énormément les activités acéricoles, je ne vois pas en quoi que le syndicat de producteurs de bois cède son territoire forestier pour une activité acéricole, surtout quand on arrive à une résolution à ce moment-ci. Je n'ai rien contre. Mais je ne vois pas pourquoi les forestiers... Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question d'éclaircissement. Quand on parlera de nos opinions, là, c'est un point d'ordre. Vous n'êtes pas censé vous parler de l'un à l'autre. Moi, je reçois ça comme une question parce que je la vois quand même à travers ça. Je vous ai interpellé justement parce que vous avez pas ce commentaire-là, M. le Président, et aussi le commentaire de M. Blais. Oui, là-dedans, il faut voir ce qui relève des mandats du syndicat ou du plan conjoint, puis dans la résolution que vous voyez là, c'est pas ces entités-là qui sont appelées à transformer quelque chose. C'est eux qui vont interpeller le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, c'est une interpellation. Ça ne suppose pas de transformation, de rôle, etc. C'est deux choses différentes, là. Est-ce que vous êtes là en question, M. Lapointe? Oui. Parce que là, si on vire toujours en semi-question comme ça, on ne s'en sortira pas. Tantôt, il y a le moment de se prononcer sur ces sujets-là. Avez-vous une vraie question? Oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une des questions que j'ai peut-être pas assez bien expliquées puis que je souhaiterais avoir des précisions. C'est celle sur les ressources. J'ai parlé d'austérité, si vous vous rappelez du terme tantôt. Je voulais savoir, parce que je vais le formuler autrement. On a parlé de veille réglementaire. Je pense qu'il y a différents producteurs qui sont préoccupés par la veille réglementaire et les règlements d'abattage d'arbres.
à travers l'ensemble des priorités du syndicat en période d'austérité, sur le manque de ressources, pourquoi un projet, une résolution qui touche une autre fédération devrait être prioritaire sur quelque chose qui touche directement la mission du syndicat des producteurs de bois? En quoi on devrait mettre des ressources sur la protection de la sériculture versus d'autres priorités? Il devrait avoir l'opinion du syndicat à ce propos-là. Merci. Je vais prendre une autre question, puis ça va être la dernière. Micro 2. La question est pour M. le Président, M. Roy. Je voulais vous poser la question si Présentez-vous. on a Présentez-vous vous-même. si on prend du bois sur les terres publiques... Quel est votre nom? Excusez, Émery Bélanger, du Granit. Si on prend du bois de la terre publique, est-ce que les producteurs privés sont privés d'entrée de bois dans les usines? Merci. C'était la dernière question. Puis après, on va passer aux autres étapes qui vont permettre d'échanger encore au besoin. Bon, il fait deux. Bon. Oui, bien, je vous dirais que adopter une résolution en Assemblée générale, ça ne coûte pas cher. Et ça ne demande pas énormément de ressources, à part que un peu de matière grise, là, c'est tout ce que ça coûte. Mais mon confrère, M. Bélanger, m'a allumé quelque chose. C'est clair qu'au Québec, on vit une concurrence déloyale de la part de la forêt publique. Et dans le cas particulier du feuillu qualité pâte, ben écoutez, on n'est pas traité à armes égales, là. Je veux dire, le transport du bois qui vient de loin est subventionné par l'État, alors que quand nous, on va chercher du bois à 250 km de l'usine, on ne voit pas une scène de subvention. Et donc, il y a concurrence déloyale à deux niveaux. Un, le prix est ridicule, et deux, le transport est subventionné. Essayez de survivre dans des conditions comme ça. Ça fait le tour. Merci. Donc, on va aller en période de proposition. D'abord, je vais aller chercher une personne qui appuie la résolution 7. Oui, monsieur. Picard? Guillaume Picard, oui. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, donc des amendements? Micro 3. François Rayon, je suis tout les Sud. Bon, mais il y en a qui disent que cette résolution-là ne concerne pas le syndicat. Excusez-moi, juste pour être clair, est-ce que vous allez proposer un amendement? Oui, je propose un amendement. OK. Placez-le. Donc, pour la rendre applicable au syndicat, je propose de rajouter un troisième picot. Par souci de réciprocité réglementaire entre les normes des terres privées et des normes publiques, afin de permettre une compétitivité égale, que le syndicat exige du gouvernement que la protection du potentiel acéricole en terre publique soit la même qu'en terre privée. OK. Non, mais restez là. Vous ne pensez pas vous sauver avec ça comme ça. Vous allez le relire tranquillement, OK? Moi, j'ai le début de plusieurs segments, là, donc par souci de réciprocité, là, j'ai perdu des mots, etc. Donc, allez-y lentement, puis on va faire le tour. Le problème, c'est que je ne l'avais pas tout écrit, là. Ça risque de pas sortir pareil. Il va falloir écouter la bande. Mais essayez, OK? Par souci de réciprocité. Par souci de réciprocité des normes réglementaires entre les terres privées et la terre publique, que le syndicat exige du gouvernement que la protection du potentiel acéricole soit applicable en terre publique comme c'est le cas présentement en terre privée. Il faudrait ajouter en zone verte, parce que en zone blanche, il n'y a pas la même protection. Avec votre permission.
Vous pouvez aller il va falloir l'exprimer en sous-amendement parce que, à moins que je n'ai pas vu un... OK. Donc, pouvez-vous le redire, M. Roy, qu'on le place au bon endroit? À la toute fin? OK. Merci. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur pour cet amendement? Oui. Guillaume, merci. Donc, on va passer en période d'échange. Je suis allé chercher un appuyeur pour la principale, je pense, pour la résolution. Oui, je l'ai eu. Bon. Donc, on va aller en échange. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer pour ou contre, que ce soit l'amendement ou la résolution? Micro 2. Je suis contre la résolution. Daniel Dutot, excusez. Je suis contre la résolution pour la simple et bonne raison que c'est assez ironique de parler 2 résolutions de suite. Une sur le principe de résidualité, qu'on se fait apparemment fourrer par rapport à la terre publique, puis demander la même affaire, mais à l'inverse, pour le sirop d'érable. On est tous des producteurs forestiers avec une possibilité acéricole chez eux. Les quotas ne sont pratiquement pas disponibles. Il y en a eu dans les dernières années un petit peu, mais c'est pratiquement indisponible. On tombe la terre publique tombe en compétition directe avec nous, les producteurs forestiers. Puis ce que M. Roy disait tantôt, oui, les taux et tout ça, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement va toujours bûcher du bois, que ce soit dans l'érablière ou l'autre. Il ne faut pas que ça pèse dans la balance à soir. Ce qu'il faut qu'il pèse dans la balance, c'est est-ce que ce sont nos compétiteurs à même titre que pour le principe de résidualité? Merci. Micro 1. Paul Leroy, secteur des sources. J'appuie la résolution avec l'amendement. Il faut comprendre que ces volumes-là qu'ils vont chercher en forêt publique, non seulement c'est une mauvaise valorisation, parce qu'on peut faire mieux. Là, en acériculture, là, on peut retirer mieux de la ressource que d'aller la couper. Puis en plus de ça, bien, ça met des volumes ça compte des volumes dont les industriels ont besoin, que nous, on pourrait combler. Donc, ça représente une forme de concurrence. Donc, non seulement il faut s'en mêler, mais en plus de ça, sachant que nous, on a des devoirs et responsabilités par rapport à nos forêts, nos érablières que le ministère n'a pas, bien, c'est important de leur faire un rappel à l'ordre. Puis cette résolution-là va exactement dans ce sens-là. Merci. Micro de gauche. Oui, Jonathan Blais. J'étais un peu surpris de voir la levée de bouclier de mes 2 amis ici en avant, là. Pourtant, s'il vous plaît. Oui, non, pas de personnalisation. De certains individus, vous exprimez des acteurs de la filière. Ils ont déjà produit, ils ont déjà produit. Attendez. Non, mais là, premièrement, honnêtement, oui, OK, ça se peut. Honnêtement, je vais m'attendre à ce que votre langage soit correct, parce qu'il n'a pas été tantôt. Puis, quand on dit qu'il ne faut pas que ce soit personnalisé, si je suis capable de deviner de qui vous parlez, sans les mentionner, c'est personnalisé. Donc, exprimez votre avis sur les arguments ou les résolutions. OK, laissez-moi parler. Je vais être très poli, vous allez voir. Certains acteurs de la filière, d'importants acteurs, ont déjà défendu le même argumentaire que moi dans le passé. Ils ont même produit des vidéos. Ils avaient utilisé un producteur, pratiquement les mêmes arguments. La valorisation, l'occupation du territoire, l'implantation de nouvelles familles. De les voir aujourd'hui s'opposer à cette résolution me questionne. Je me questionne sur... comment on appelle ça, donc? L'incohérence. Pour répondre à un autre intervenant, si on n'est pas capable de se négocier de prix là, pour la pâte, là, comment voulez-vous qu'on y arrive avec des prix aussi ridicules que 25 sous à 3 $, dans le meilleur des cas, du mètre cube? Moi, là, ces érables-là, je vais les garder debout pour les valoriser.
pour implanter et instaurer du monde, puis livrer ces bois-là aussi à ces bénéficiaires-là, là, qui sont propriétés étrangères. Mais à 1 $, 3 $, 25 sous du mètre cube, M. Dutot, on ne sera jamais capable de se négocier des prix. Ne vous adressez pas aux gens, à part moi, dans la salle. Parfait. Fait que, tu sais, il y a un double discours. Moi, je mène 2 combats. Je veux protéger mes producteurs privés en essayant de trouver des moyens, des conditions d'affaires, de se négocier de meilleurs prix aussi pour la part. Merci. Puis le reste, je ne baisserai pas les bras. Puis je vous demande votre appui. Merci. J'ai 1100 entreprises. Vous avez écoulé votre Parfait. temps. Merci. Donc, il n'y a personne au micro. On va passer au vote. Il y a 2 votes possibles. Donc, on va commencer par l'amendement Réaume, ajouter une 3e puce. Je ne le relis pas au complet, mais ça se terminait par que le syndicat exige du gouvernement que la protection du potentiel acéricole soit applicable en terre publique comme en terre privée en zone agricole. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur cet amendement-là? Donc, je ne vois pas de carton levé, alors il va être adopté à l'unanimité. Merci. Maintenant, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la résolution 7, telle qu'amendée avec l'ajout de la 3e puce? Donc, personne ne lève le carton, alors la résolution 7 est adoptée à l'unanimité. On va passer à la dernière, résolution 8, et je crois que ça vient du granit aussi. Bon, c'est en séquence, OK. Je vais reprendre le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, dernière résolution demandant l'instauration d'un mécanisme juste et équitable pour la fixation du prix du bois de la forêt publique. Donc, les producteurs dénoncent la vente de bois public à un prix souvent inférieur à sa valeur réelle, surtout si les enchères sont abandonnées ou si des subventions de transport subsistent. Cette sous-évaluation fausse la concurrence et contrevient au principe de résidualité. Il réclame une méthode de tarification transparente élaborée avec toutes les parties prenantes. Donc, l'Assemblée générale annuelle du syndicat demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de mettre en place un mécanisme clair, connu et vérifiable de détermination du prix du bois issu de la forêt publique, assurant une juste évaluation de la valeur de ce bois, d'élaborer cette méthode de tarification en consultant l'ensemble des parties prenantes, notamment les représentants de la forêt privée, en amont et en aval de la démarche, afin de garantir son équité, sa transparence et son acceptabilité, et à la Fédération des producteurs forestiers du Québec de porter avec force cette demande auprès du ministère dans le but de rétablir les conditions de marché équitables pour les producteurs de bois de la forêt privée. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un complément à la présentation? Sinon, est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? S'il n'y en a pas, on va aller en proposition. Je vais commencer par aller chercher un appuyeur pour la résolution 8. Oui, Madame Pinard, c'est ça? À droite, avec le chapeau. Oui, mais Madame Bergeron, c'est ça? OK, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a des propositions d'amendement? Sinon, on va aller en période d'échange. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer sur la résolution? Sinon, on va aller au vote. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Il n'y a personne. Donc, la résolution 8 est adoptée à l'unanimité. Ça nous amène au point 12, tirage des prix de présence. Ah oui. Yeah.
ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc. Alors, ils doivent tous commencer pareil, là. 915, 84, 21. Donc, ça finit avec 8, 4, 2, 1. « 8, 4, 2, 1. On va demander la preuve. Ça prend la preuve. Merci, merci. C'est bien ça. C'est bien ça? C'est bien ça. On voit encore clair. Demain matin, on vient vite, là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, 915, 8, 3, 7, 1. 83, 71. C'est ça. Vous pouvez en tirer un autre pendant ce temps. Ah non, il n'y en a pas d'autre? Non. C'est juste pour le fun. Donc, on en est rendu à la levée de l'Assemblée. Donc, ça va être le temps pour André de vous adresser un dernier mot. Bon, bien, ça avait l'air spontané pour la levée de la réunion, là. Je le comprends. Parce que ça doit être ajouté les divers. On était censé finir à 22h25. En tout cas, je vous remercie de votre présence et d'avoir été patient jusqu'à la fin de la rencontre. Bravo, félicitations. Et moi, je tiens à vous remercier aussi pour le vote de confiance envers votre conseil d'administration. On va continuer à travailler fort pour vous donner les meilleurs services possibles. Et bonne fin de soirée, bonne matinée. On est rendu là.